À 13h, heure locale, les forces américaines suivaient un narco sous-marin qui ignorait être déjà repéré. Il se trouvait à 400 milles au nord-est des îles Galapagos. Dans environ 4 heures, le submersible atteindrait des routes maritimes très fréquentées. Là, il pourrait disparaître parmi un millier de contacts légitimes, mais l'équipage de l'avion HC-130 Joule en patrouille ignorait encore une chose. Ce narco sous-marin avait un atout qui allait transformer une interception de routine en une confrontation à 3 en pleine mer. L'opérateur radar fixait son écran observant un contact à peine visible. Il apparaissait pendant 3 balayages, puis disparaissait pendant 9 comme un interrupteur lointain. Ce contact ne renvoyait presque aucun écho. Seuls des éclats occasionnels lorsque les vagues exposaient les moteurs hors bord en métal d'une coque qui devait être en fibre de verre. Sa vitesse de 8 nœuds disait tout. Aucun navire légitime ne se déplace aussi lentement si loin de tout. 8 nœuds signifiait 3 tonnes de contrebande naviguant assez bas pour que chaque vague submerge le pont. Le cap correspondait aux routes de trafic connues reliant la Colombie au Mexique, où la marchandise change de main et son prix triple. Aucune zone de pêche à 200 milles à la ronde. Aucune route maritime, aucune raison d'être ici, sauf la plus évidente. Les coordinateurs tactiques sont passés à l'imagerie thermique et la piste fantôme est devenue nette. Ces navires à profil bas ne dépassent que de 50 cm la surface de l'eau. Ils sont peints en gris-bleu pour se confondre avec l'océan invisible à plus de 500 mètres, sauf pour la technologie qui les observait maintenant de plusieurs milliers de mètres d'altitude. Mais le repérer était la partie facile. L'intercepter était une toute autre histoire. Le problème était purement mathématique. Le navire des gardes-côtes le plus proche, le foie Seneca, pouvait atteindre 20 newtonneux si ses turbines tenaient le coup. Il se trouvait à 50 milles, soit 2 heures et demie d'interception à pleine vitesse. À ce rythme, les trafiquants atteindraient les eaux congestionnées en 4 heures. Une équation synonyme d'échec, sauf si l'on dispose d'un moyen aérien. Sur le foie Seneca, la plateforme de vol est devenue un chaos contrôlé dès la réception des données. L'équipage de l'hélicoptère a été alerté en quelques minutes, les vérifications avant vol réduites de moitié. Les armes ont été chargées alors que les pales du rotor étaient encore attachées. Les calculs de carburant griffonnés sur des tablettes déjà humides d'embrun. Le point d'interception se trouvait à 150 miles. Environ 1 heure de vol juste pour l'atteindre. Le Mach 65 avait assez de carburant pour 3 heures et demie de vol. Mais les manœuvres de combat consommaient le carburant beaucoup plus vite. Ils devaient arrêter les trafiquants, les surveiller pendant 3 heures jusqu'à l'arrivée du foie Seneca, puis avoir encore assez de carburant pour assurer la couverture pendant l'abordage. L'ordinateur de bord affichait toujours la même réponse, il se poserait avec les vapeurs du réservoir. Le mitrailleur a vérifié l'affût de la M240 pendant que les pilotes lançaient la procédure de démarrage. La veille, le moteur de rotation était complètement bloqué. Corrosion saline dans les roulements libérés avec de l'huile pénétrante et un peu d'espoir. Le sel finit toujours par tout ronger sur un navire. Et il a une préférence pour les systèmes critiques en pleine opération. L'hélicoptère a décollé et a viré vers une interception où les marges se mesuraient en litres de carburant, pas en milles. Le pilote surveillait sa jauge de carburant comme un joueur regarde ses derniers jetons. Pendant ce temps, le foie Seneca fonçait à travers la houle du Pacifique. Son capitaine savait qu'il devait arriver avant que les trafiquants ne puissent détruire l'épreuve. Il suffisait aux trafiquants d'ouvrir une seule vanne pour s'aborder leur sous-marin. Le MH-65 est arrivé sur zone à 14h15 heure locale. Le pilote a fait descendre l'appareil à 200 pieds. Le souffle du rotor a frappé l'océan comme un marteau invisible. L'eau en dessous s'est transformée en un tourbillon d'embrun et d'écume. Des vagues rayonnaient vers l'extérieur, faisant tanguer le navire à profil bas. Le mitrailleur a saisi les commandes de la M240 pour la séquence de tir de semonce. L'affût n'a pas bougé. Il a réessayé. Rien. Le moteur de rotation était bloqué gelé à 45 degrés par rapport au nez de l'hélicoptère. Le sel s'était cristallisé dans les roulements, créant une résistance énorme dans un système conçu pour être fluide. Ils avaient une mitrailleuse qui ne pouvait pas viser et 2 heures pour tenir la position. Le pilote s'est adapté sans discussion. Il a mis l'hélicoptère en vol stationnaire glissé volant de côté à 50 newtonneux pour aligner l'arme bloquée. Ce n'est pas une manœuvre décrite dans les manuels. Mais ces pilotes des gardes-côtes ne volent pas toujours selon le manuel. Ils volent pour que ça marche.
La consommation de carburant a immédiatement grimpé. Mais les tirs de semonce étaient plus importants que l'économie de carburant. La première rafale a touché l'eau à 100 mètres devant le narco sous-marin. Les trafiquants n'ont pas réagi, maintenant leurs 8 newtonneux comme si de rien n'était. L'équipement avait bien une défaillance. Mais pas l'équipage. Le pilote a effectué un autre passage, maintenant l'angle délicat. Deuxième rafale à 50 mètres de la proue. Toujours aucune réponse. Troisième passage à 10 mètres. Les impacts étaient assez proches pour que les trafiquants les ressentent à travers la coque. Ça a fonctionné. Tous leurs moteurs hors bord se sont coupés en même temps. Un silence soudain étrange après le bourdonnement constant. Le narco sous-marin est passé de l'immobilité quasi totale à l'arrêt complet. Il dérivait dans la houle tandis que 3 hommes à bord réfléchissaient à leur choix de vie. L'hélicoptère s'est mis en orbite à 200 pieds d'altitude. L'arme bloquée toujours pointée sur le côté. Ils avaient arrêté le navire. C'était la première étape. La deuxième étape était de le maintenir arrêté. Et les complices des trafiquants avaient d'autres plans. Après 12 minutes, le radar a signalé de nouveaux problèmes. 2 contacts approchant du sud-ouest à 40 newtonneux. À cette vitesse, il serait là en 12 minutes. Le pilote a maintenu son orbite au-dessus du narco sous-marin, mais son attention était désormais partagée. Les bateaux de protection sont une procédure standard pour les cartels. Ils suivent leurs sous-marins à 10 ou 15 minutes de distance. Assez proche pour aider assez loin pour nier toute implication si les choses tournent mal. Ce n'étaient pas des navires de sauvetage. C'étaient des polices d'assurance motorisées. Les bateaux se sont approchés à 4000 et ont commencé à tourner maintenant une distance de 2000 mètres. Juste en dehors de la portée efficace des armes légères, mais assez près pour être une menace. Le pilote les voyait clairement. Des bateaux rapides de type fois Go Fast fois avec plusieurs personnes sur le pont. Il testait, sondait, essayant de voir la réaction de l'hélicoptère. Un bateau a foncé vers le narco sous-marin, se rapprochant à 1500 mètres. Le pilote a pointé le nez de l'hélicoptère vers lui. Même avec un affût cassé, un hélicoptère qui vous vise est un message clair. Le bateau a viré, mais son partenaire s'est immédiatement approché de l'autre côté. Une tactique de meute pour diviser l'attention de l'hélicoptère. Le mitrailleur se battait toujours avec l'affût de la M240. Chaque fois qu'un bateau s'approchait, il forçait sur l'arme, réussissant à la déplacer de peu, être 10 degrés avant que le sel ne gagne à nouveau. Les bateaux de protection étaient probablement armés. Des A-47 sont la norme pour les cartels. À cette distance, la précision est faible, mais une balle perdue reste une balle perdue. Pendant 15 minutes, cette danse a continué. Les bateaux approchaient, puis se retiraient. L'hélicoptère pivotait pour les suivre. L'équipage du narco sous-marin observait leur renfort tester les réponses américaines. Le pilote brûlait du carburant à pleine puissance. Sa jauge baissait alors que le foie Seneca était encore à plus de 90 minutes. Les bateaux de protection connaissaient aussi le calcul. Ils attendaient que l'hélicoptère soit à court de carburant. Les bateaux ont fait un dernier passage agressif. Les deux se sont rapprochés à 800 mètres simultanément depuis des directions opposées. Le pilote a dû choisir quelle menace affronter. Il n'en a choisi aucune. À la place, il est monté à 500 pieds, montrant qu'il pouvait engager les deux si nécessaire. Le message était clair. Affût cassé ou non, en infériorité numérique ou non, cet hélicoptère ne partirait pas. Les bateaux de protection ont compris. Ils ont viré au sud-ouest et ont mis les gaz filant vers les eaux internationales à 45 newtonneux. Ils n'avaient ni secouru personne, ni récupéré de cargaison. Mais ils avaient forcé l'hélicoptère à brûler un carburant précieux. Le foie Seneca Foy est finalement arrivé sur les lieux, créant un mur d'acier entre le narco sous-marin et toute fuite. Il a ralenti à 5 nœuds pendant que l'équipage de pont préparait le lancement du RIB. La mer était formée avec des vagues de près de 2 mètres et la houle forçait. Le baromètre chutait rapidement. Dans 1 heure ou 2, tout lancement serait impossible. Le Davier La Grue a positionné le bateau semi-rigide de 7 mètres, le RIB, au-dessus de l'eau. Près de 4 tonnes de bateaux et d'opérateurs suspendus à un câble d'acier. L'opérateur de la grue a observé le rythme des vagues, comptant les secondes entre les crêtes. Le moment est venu entre 2 séries de vagues. L'océan s'est aplani pendant 4 secondes et l'opérateur a actionné le largage. Le RIB a chuté de 2 mètres et a frappé l'eau moteur déjà en marche. Le pilote du RIB a mis les gaz avant l'arrivée de la vague suivante. Il s'est éloigné de la coque du foie Seneca à 20 newtonneux. L'hélicoptère maintenait son orbite à 200 pieds.
Le carburant était maintenant tombé à 134 gallons. Le pilote avait fait le calcul, assister à l'abordage, fournir une couverture, puis se poser sur le foie Seneca. Le pilote du RIB a amené son embarcation le long du narco sous-marin en utilisant une technique appelée collision contrôlée. À 45 newtonneux, il a visé le milieu du navire. Puis à la dernière seconde, il a inversé la poussée et a pivoté, faisant tourner le bateau de 90 degrés tout en ralentissant. Le RIB a heurté latéralement le narco sous-marin. Le boudin gonflable a absorbé l'impact, frottant contre la coque, tandis que les deux navires montaient et descendaient au rythme des vagues. Le premier opérateur a sauté lorsque les deux embarcations étaient à la même hauteur. Une fenêtre de 2 secondes qui ne se représenterait pas avant 8 autres. Il a atterri lourdement sur la fibre de verre humide. Avec son équipement, son arme était déjà levée, balayant la zone à la recherche de menaces. Les autres agents assuraient la couverture. Un par un, les agents ont sorti les trafiquants. Un autre agent a pu fouiller l'intérieur pour s'assurer que personne d'autre ne se cachait. Après la fouille du navire, le RIB et l'hélicoptère ont été récupérés en toute sécurité par le foie Seneca. Ce jour-là, bien que les groupes criminels préparaient déjà leur prochain submersible, une leçon avait été apprise.